Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, on va parler encore marathon, vous savez que c'est ma passion, et on va parler joker. On a tous des jokers que l'on peut utiliser sur marathon. Malheureusement, on ne peut les utiliser qu'une fois. Alors d'abord, je vais vous les lister, et puis surtout, je vais vous dire quand vous devez les utiliser. Et oui, malheureusement, quand vous avez un joker et que vous l'utilisez, vous vous mettez dans la situation où vous allez être désormais obligé de le réutiliser à chaque fois. Sinon, vous n'obtiendrez pas les performances que vous souhaitez. Premier joker. Aujourd'hui, en 2025, il est évident que l'utilisation des chaussures carbone change la course. Elle change la course au niveau performance, elle change la course au niveau récupération, elle change la course avec la possibilité d'enchaîner beaucoup plus de courses, et notamment on peut enchaîner presque des marathons maintenant avec quelques semaines d'intervalle, ce qui n'était absolument pas le cas avant. Donc, si vous mettez des chaussures carbone au pied, vous ne pourrez plus jamais faire autrement, parce que sinon, vous allez perdre 3-4 secondes par kilomètre déjà, et quand on cherche des performances, c'est plus possible. Ensuite, vous allez avoir super mal aux jambes derrière, parce que les mousses que vous trouvez avec les chaussures carbone sont tellement exceptionnelles que ça vous protège énormément sur la fin des courses et ça vous permet de mieux finir. Alors vous allez me dire, de toute façon, maintenant, il n'y aura plus de courses sans chaussures carbone et je pense réellement que c'est le cas. Donc c'est le joker le moins important parce qu'on le sait tous, mais on utilise tous les chaussures carbone. J'en parlais hier avec un de mes coureurs qui me disait « Oh Michel, tu cours aussi vite qu'avant ?» Je dis « Non, je cours aussi vite qu'avant avec les chaussures carbone. J'ai pas du tout le même niveau que ce que j'avais quand je courais aussi vite il y a 20 ans en arrière, en m'entraînant moins bien en plus, avec des chaussures qui étaient des planches et avec lesquelles je finissais les jambes fracassées après un marathon. » Donc les chaussures carbone, ça c'est fait. Ensuite, et celui-là de joker, il est vraiment important. Et vraiment, une fois qu'on y a touché, on est vraiment dans la merde. C'est le joker parcours. Vous choisissez un parcours hyper roulant qui permet de réaliser des performances. Il n'y en a pas 150 000. Par exemple, en France, je crois qu'il n'y a que La Rochelle. Et encore, c'est pas le plus rapide. Vous avez Berlin, vous avez Valence, vous avez Chicago. Voilà, les marathons les plus rapides du monde. Si vous commencez et que vous établissez votre performance sur ce marathon-là, si vous allez ailleurs, il va falloir calculer combien de minutes vous allez perdre. Imaginons votre premier marathon, vous le faites à Valence. Et vous faites, par exemple, 3h10. Génial. Vous vous entraînez pendant une année complète, vous vous êtes inscrit sur un autre marathon, vous espérez battre votre record, et puis vous avez décidé d'aller courir le marathon de Paris. C'est un bon marathon, le marathon de Paris, on peut y faire de belles perfs. Sauf qu'honnêtement, par rapport au marathon de Valence, vous perdez 4 minutes. Et 4 minutes, ça peut être une année entière de préparation. Donc ça veut dire que si vous voulez battre votre record, il faudra déjà gratter 4 minutes juste par rapport au parcours. Vous vous rendez compte? Je parle de Paris, qui est pas le pire, hein. Si vous faites Nice-Cannes avec au 30e une montée de 700-800 mètres, c'est 1 minute de plus. Si vous faites New York, c'est peut-être 10 minutes de plus, etc., etc. Donc le joker du parcours, il est à conserver le plus longtemps possible. Ça peut être, allez, je vais à Valence parce que vraiment j'y arrive pas et j'ai besoin d'avoir une petite aide. Alors Valence, par exemple, il est extraordinaire parce que il est plat, mais en plus les 3 derniers kilomètres sont plutôt en faux plat descendant. Au moment où c'est le plus dur, il y a cette petite aide du parcours. Troisième joker, le poids. Le poids sur marathon, c'est monstrueux ce que ça apporte. On peut dire que 1 kilo en moins, dans la limite du raisonnable, bien sûr, et tombez pas dans l'anorexie ou autre chose. Je parle de kilos qui ne servent à rien, c'est-à-dire des muscles qui ne vous servent à rien, par exemple sur le haut du corps, ou de la graisse, bien entendu. On peut dire que 1 kilo, c'est 5 secondes au kilomètre. Si vous avez 5 kilos de trop sur le corps, ça fait 25 secondes au kilomètre. Et même si on est prudent et qu'on divise ce chiffre par 2, 12 à 13 secondes au kilomètre. C'est énorme. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si vous avez pris le départ d'un marathon en étant affûté à votre poids de forme, ça vous oblige pour les prochains marathons à vous remettre dans la même situation. Je suis le premier à avoir un problème avec ça. Moi, en temps normal, quand je m'entraîne normalement et que je fais pas attention à la nourriture, je suis entre 74 et 75 kilos, on va dire. Je monte un petit peu plus si je fais vraiment pas attention du tout. Pour performer sur marathon, il est impossible que je sois à plus de 72 kilos. Si je suis à 71 kilos, mais c'est parfait. Donc, si je prends le départ d'un marathon à 73 kilos, en super forme, je vais quand même perdre, 4-5 secondes au kilomètre minimum par rapport à mon poids de forme. Et c'est ce qui fait le gap et ce qui fait que je pourrais pas aller chercher mon record. Le joker suivant, même si normalement tout le monde devrait l'utiliser tout le temps, c'est faire une recharge glucidique correcte et s'alimenter correctement en course. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, la recharge glucidique, c'est en gros 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps le jeudi et le vendredi. On peut tomber à 6 le samedi. Et surtout en course, c'est 1 gramme de glucides par kilo et par heure. Vous faites 70 kilos, vous prenez 70 grammes de glucides. Ça vous évite les défaillances, ça vous évite les fins de course difficiles. Si vous avez fait une bonne recharge glucidique, si vous avez pris ce que vous deviez prendre pendant la course, il est évident qu'il faudra refaire la même chose au marathon suivant et pas décider de le faire à jeun, parce que sinon, vous allez perdre énormément de temps. Donc là, pareil, à partir du moment où vous faites les choses correctement, vous êtes obligé de continuer à les faire correctement. Maintenant, je conseille à tous les marathoniens là d'utiliser ce joker dès leur premier recours. Là, moi, j'ai des nouveaux coureurs qui ont fait Milan, qui ont fait Barcelone, qui ont fait Paris et qui s'en sont sortis parfaitement bien et qui m'ont dit, Michel, mais en fait, il n'y a pas de mur sur le marathon. Ben non, tu n'as pas fait d'hypoglycémie, tu as mangé ce qu'il fallait, donc forcément c'est dur, mais il n'y a pas ce trou qu'on peut rencontrer quand on mange pas ce qu'il faut. Ensuite, vous avez le nombre de séances. Quand vous commencez à courir, vous courez 1 fois, 2 fois, 3 fois. Moi, je déconseille aux coureurs de courir moins de 4 fois s'ils veulent préparer un marathon de façon correcte. Mais 4 fois, c'est pas beaucoup non plus. Donc, on peut dire que le volume de kilomètres que vous faites dans votre préparation marathon, attention, en augmentant progressivement au fil des années, hein. Mais si vous arrivez, par exemple, à courir 5 fois par semaine de façon régulière pour préparer votre marathon, il est évident que si vous refaites un nouveau marathon pour vous retrouver dans la même situation, dans la même forme, il va falloir faire au moins autant de séances. Si vous avez fait un marathon en le préparant, en courant 5 fois par semaine, on va dire 70-80 km, il est évident que si sur votre prochaine préparation, vous ne courez que 3 fois par semaine et 40 km, vous serez moins bon. Donc le joker kilomètre, il est important. Une fois que vous l'avez enclenché, vous savez que vous allez être contraint de faire la même chose. On parle toujours dans l'optique d'aller améliorer ses performances, parce que sinon, si c'est pas le but, vous pouvez tout faire, hein. Mais là, on parle d'améliorer ses performances. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du choix du parcours. Il y a également autre chose qui rentre en compte, c'est la température. Selon que vous craigniez la chaleur ou pas, que vous aimiez courir dans le froid ou pas, si vous choisissez un marathon qui vous permet de courir dans d'excellentes conditions pour vous, vous ne pourrez plus le faire si vous allez sur un marathon différent. Moi, j'adore courir dans la chaleur et je suis super bien, par exemple, sur le marathon de Berlin en septembre. Pour moi, c'est l'idéal. Même s'il commence à faire un peu frais, je me suis préparé en pleine chaleur. Donc, pour moi, c'était parfait. Le marathon de Séville qu'on prépare l'hiver, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Et je sais que ma préparation va être plus compliquée et que je vais arriver moins en forme. Moi, m'entraîner l'hiver, je n'y arrive pas bien. Alors que l'été, c'est pas un problème. Donc ça, pareil, si vous décidez de vous préparer pour un marathon et que vous avez choisi le bon moment pour faire la préparation, celle où vous êtes le plus efficace, celle où vous vous entraînez le mieux, forcément, il va falloir vous remettre sur la même période. Là, j'essaie de récupérer un dossard pour le marathon de Berlin parce que j'ai pas pu le prendre quand ils les ont mis en vente. Je pensais pas être disponible parce que moi, je sais que si je peux faire le marathon de Berlin, je vais être super bien parce que je vais m'entraîner tout l'été
et que je vais faire des super séances. Donc c'est important pour moi, mais vous, ça peut être la même chose, mais à une autre période de l'année. Et ça, comme je vous le dis, une fois que vous avez choisi la bonne période pour vous, pour faire une belle préparation et performer sur votre marathon, vous savez qu'il y a de fortes chances que si vous choisissez une période moins favorable, vous allez moins bien vous entraîner. Il ne faut pas regarder que la date de la course, hein. Il faut regarder la date de la préparation surtout. C'est ça qui compte le plus. Sur la course, à la rigueur, s'il fait un petit peu plus froid ou un petit peu plus chaud que ce que vous pensez, c'est moins grave. Mais par contre, la période d'entraînement, elle est importante. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Alors, il y a peut-être d'autres critères auxquels vous pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, vous likez, vous partagez et vous vous abonnez, bien sûr. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bon entraînement à tous.